grande question à laquelle je m'intéresse, c'est à la question des effets cognitifs du journalisme narratif, et plus particulièrement de savoir si le format journalistique influence d'une manière ou d'une autre la façon dont on retient et dont on comprend l'information. Donc, comme Gérard vient de l'annoncer, c'est une présentation qui va être faite en deux parties. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer rapidement la problématique qui est la mienne, faire un petit état de l'art de ce qui a été déjà fait dans le domaine, revenir sur mes questions, mes hypothèses, et puis vraiment vous expliquer la méthode, puisque c'est des méthodes qu'on ne développe pas beaucoup par ici, venir aussi en détail sur le questionnaire que j'ai utilisé. Et puis, comme j'ai bien étudié les mécanismes narratifs, je m'arrêterai au moment où vous serez le plus intéressé par cette présentation, puisque les résultats seront pour la prochaine présentation. Et en guise de conclusion intermédiaire, je reviendrai sur quelques petites particularités de la recherche telle qu'elle est menée aux États-Unis, en tout cas de mon expérience de recherche aux États-Unis. Donc cette recherche, elle découle en fait de ma recherche doctorale, dans laquelle j'ai proposé une façon de modéliser le journalisme narratif. C'était une modélisation qui découlait d'abord des définitions existantes et qui a été testée dans ma recherche sur un corpus de production journalistique narrative et auprès de praticiens du journalisme narratif. Et la grande idée de cette modélisation, c'est de considérer le journalisme narratif comme un modèle qui permet de réconcilier au sein d'un même récit les deux grandes fonctions du récit, telles qu'elles ont été formalisées notamment par Raphaël Baroni, c'est-à-dire d'une part la fonction intrigante et d'autre part la fonction configurante. Juste en quelques mots, la fonction intrigante, c'est vraiment jouer sur un déroulement narratif qui crée une forme de tension pour le lecteur, avec au début une complication dans le récit et l'attente de sa résolution, la promesse d'une résolution à la fin. Et donc, pour citer Baroni, c'est un type de récit qui permet de mettre en scène, d'une part, l'incertitude d'un futur tissé de projets, d'espoir ou de crainte, et d'autre part, l'aspect sous-déterminé de notre rapport au monde. Par rapport à ce premier type de récit, qui est principalement mis en œuvre dans le domaine de la fiction, il y a un deuxième type de récits, ce sont les récits à fonction configurante, qui sont principalement mis en œuvre dans le domaine de la non-fiction, toujours selon Baroni, et qui cherchent, eux, à surmonter, je cite à nouveau, la brèche ouverte par l'événement, à relogifier le caractère insensé de l'expérience. Et donc ici, on vise non pas un dévoilement progressif et quelque peu mystérieux, mais une explication le plus vite possible pour aider le lecteur à créer une signification à partir des événements. Ce que j'ai observé en faisant une comparaison entre ce qui se fait pour le moment aux États-Unis et en Europe francophone, c'est qu'aux États-Unis, on a vraiment cette fonction intrigante qui joue pleinement dans toutes les productions que j'ai analysées. Il y avait une intrigue clairement identifiée avec une complication et sa résolution, tandis qu'en Europe francophone, c'est un peu plus implicite, sous-jacent. Donc on a une présentation, une structure temporelle des événements qui va créer forcément, puisque ce sont des récits longs, une forme de tension narrative par la longueur même, et quelques petits jeux un peu plus ponctuels sur la tension, mais pas forcément cette problématisation explicite qu'on retrouve aux États-Unis. Quand j'avais rencontré les praticiens dont j'ai analysé les productions en entretien, les raisons qu'ils avançaient pour justifier leur pratique du journalisme narratif, elles renvoyaient principalement à deux grands types d'éléments. D'une part, le type de compréhension que ça permet pour le lecteur, et d'autre part, le fait que ça rend ces histoires beaucoup plus mémorables. Donc là, je vous ai mis quelques petits exemples. Par exemple, Jackie Banaszynski qui disait « Information without human context is an abstraction that I can easily ignore or not truly understand. » Amy Harmon, I think that you absorb something more viscerally when your emotions are involved than when you're just told. Et encore Elissa Slow qui disait I think people remember that more. I think it helps them understand an issue in ways that they wouldn't just reading the numbers and the facts. Ce sont des éléments qui font écho à des choses qu'on trouve aussi dans la littérature. Je vous remets juste quelques petites définitions du récit en journalisme narratif. C'est par exemple de Roy Peter Clark qui travaille en 4 niveaux. Il s'intéresse d'abord aux outils qu'on utilise pour créer à un deuxième niveau l'histoire.
Il dit que l'effet de ces histoires, c'est de créer pour le lecteur une forme d'expérience par procuration, donc de le mettre vraiment à la place des personnages dans l'histoire, et que la valeur ajoutée de cette expérience, c'est la compréhension humaine. Autre exemple, James Stewart, selon qui le récit en journalisme narratif permet de créer un monde et de faire entrer le lecteur dans ce monde, de le mettre à la place des personnages, et que c'est ce type d'histoires qui sont les plus mémorables. Celui qui va le plus loin dans ce type de raisonnement, c'est sans doute Mark Kramer, puisqu'il a écrit notamment « If it is not an antidote to bewilderment, at least it unites daily experiences, including emotional ones, with a wild plenitude of information that can be applied to experience. Narrative journalism couples cold facts and personal events in the author's human company, and that broadens readers' scans, allows them to behold others' lives, often set within far clearer contexts than we can bring to our own. The process moves readers and writers towards realization, compassion, and in the best of cases, wisdom. » Donc, il a vraiment des objectifs très très élevés pour le journalisme narratif, mais de manière générale, c'est vraiment deux éléments récurrents, cette idée d'une meilleure rétention de l'information et d'une meilleure compréhension de l'information. Et donc, au terme de ma recherche doctorale, ce que j'avais envie, c'était de savoir si on avait déjà vérifié ces assumptions, et sinon, comment est-ce qu'on pourrait les vérifier. Et donc, un peu naturellement, comme ma modélisation empruntait des notions formulées par Baroni, je me suis retournée vers la narratologie. Baroni dit certaines choses sur ce qu'il appelle la fonction anthropologique des récits. Et pour lui, les récits intrigants servent vraiment à nous réapproprier l'expérience humaine, mais ce sont des récits où cette expérience quelque peu chaotique en attendant la résolution prime sur la configuration finale, donc l'explication et le fait de faire sens à la fin. Donc si on suit Baroni, on peut se demander dans quelle mesure le journalisme narratif est réellement capable de créer une compréhension plus riche pour le lecteur. Le problème de ces notions, c'est qu'elles sont largement théoriques, elles ont été formalisées à partir d'une analyse de texte, etc., mais elles n'ont jamais été vérifiées de manière empirique, et c'est un reproche qu'on peut faire de manière générale à la narratologie. Il y a un courant de narratologie cognitive qui s'est développé ces dernières années, mais même là, l'expérimentation reste quelque chose de minoritaire, à part, par exemple, les travaux de Guéric, qui a montré donc que c'était possible de faire de l'expérimentation en narratologie cognitive, et une de ces expérimentations est intéressante par rapport à la problématique qui était la mienne, puisqu'il a fait lire à des lecteurs plusieurs versions d'un même récit sur Charles Lindbergh, qui est donc cet aviateur qui a été le premier à faire New York-Paris sans escale. Et il s'est rendu compte que quand il raconte le récit en empruntant la forme intrigante, les lecteurs perdent conscience de la réalité historique des faits. Donc ils sont tellement plongés dans cette histoire que la référence au réel ne compte plus. Et donc, ça de nouveau, ça pose question par rapport au journalisme narratif. Une autre discipline où là l'expérimentation a été très très largement utilisée, notamment sur le récit, c'est la psychologie cognitive, où on a montré depuis très très longtemps qu'on a une meilleure mémorisation lorsque les informations sont présentées sous une forme narrative que selon d'autres logiques, et qu'on comprend le récit grâce à un schéma narratif qu'on intègre très très jeune en tant qu'enfant. Mais le problème de ces expériences, c'est qu'elles sont fort détachées des réalités de terrain, et notamment ce qu'ils appellent un récit, c'est vraiment des formes minimales de récit, et donc on ne peut pas appliquer ça directement au journalisme narratif. Quand on regarde maintenant dans le domaine de l'information et de la communication, au niveau théorique, il y a plusieurs modèles qu'on pourrait mobiliser. Il y en a un qui a déjà été mobilisé, c'est ce qu'on appelle le Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing. C'est un nom très compliqué pour dire quoi? En gros, qu'on a un certain nombre de ressources cognitives qui est limité et qu'on peut allouer quand on reçoit des messages
à trois grandes opérations: l'encodage, donc vraiment comprendre et recevoir le message, le stocker pour pouvoir se le remémorer, et puis le récupérer quand on essaye effectivement de se le remémorer. Et donc il y a une équipe de chercheurs qui a essayé de réfléchir à comment ce modèle théorique pouvait s'appliquer au journalisme narratif. Et selon eux, parce qu'ils proposent une organisation causale et chronologique des faits, c'est un modèle qui va demander moins de ressources que la pyramide inversée, par exemple, où les liens logiques n'apparaissent peut-être pas aussi directement, parce qu'on met d'abord l'information la plus importante au début, et donc peut-être que l'explication vient plus loin, et si ça ne se met pas dans une logique chronologique et causale directe, ben peut-être que ça demande plus de ressources. Et donc ça c'est leur première idée, mais à l'opposé, si on regarde ce qu'on a proposé en narratologie, ben Baroni, et il se base sur les travaux de Sternberg avant lui, considère que le propre du récit intrigant, c'est de demander de la part du lecteur une activité d'inférence. Donc, qu'est-ce qui va se passer après, ou qu'est-ce qui s'est passé pour mener à cette situation? Ces inférences, elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses, mais donc ça mobilise aussi des ressources cognitives. Et on peut se demander donc si le récit finalement ne demande pas plus de ressources cognitives, puisqu'il demande toutes ces inférences qui vont être ou non vérifiées. Un deuxième point intéressant, selon cette équipe toujours, c'est que le récit est une forme plus engageante, et donc naturellement on va lui allouer plus de ressources dans l'absolu que la pyramide inversée, qui est peut-être plus sèche, plus factuelle, et qui va moins nous engager cognitivement. Donc plus de ressources allouées en général, ben, ça veut dire plus de ressources allouées à chacune des opérations, et donc notamment pour le rappel de l'information et sa compréhension. Mais de nouveau, une façon alternative de voir cette situation, c'est de se demander, effectivement c'est plus engageant, mais est-ce qu'on va vraiment engager ces ressources cognitives sur l'information factuelle qu'on essaye de faire passer à travers l'histoire, ou plus spécifiquement justement sur cette histoire qui est peut-être le niveau plus de surface pour le journaliste. Ça renvoie à un courant de recherche qui a été développé notamment par Zielman, qui a travaillé sur ce qu'il appelle l'exemplification, et donc sur le rôle des exemples dans le récit par rapport à ce dont on se souvient après. Donc lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait plusieurs versions d'un même récit sur les faillites de fermes, de familles de fermiers aux États-Unis. Et c'était un article qui portait sur une situation qui est minoritaire aux États-Unis, mais il l'illustrait avec différents types d'exemples, soit des exemples qui n'illustraient que cette situation minoritaire, donc c'est ce qu'il appelle l'utilisation d'exemples sélectifs, soit des exemples qui illustraient la situation minoritaire et la situation majoritaire, mais dans une même proportion, 50-50, d'exemples et de contre-exemples, soit une utilisation d'exemples vraiment représentatifs de la situation. Donc une minorité d'exemples illustrant la situation des fermiers en faillite, et une majorité parlant des fermiers qui, eux, réussissent. Et il avait aussi fait varier dans ses versions d'articles le degré de précision de l'information qui accompagnait les exemples, c'est-à-dire que soit il donnait des chiffres précis, soit il disait minorité-majorité. Et il s'est rendu compte, quand il a demandé au lecteur d'estimer après coup la situation, que c'est vraiment les exemples qui jouaient dans la façon dont il se remémorait la situation. Donc ceux qui avaient eu une utilisation représentative d'exemples donnaient les meilleures estimations. Donc ça veut dire que c'était effectivement seulement une minorité de fermiers qui étaient dans cette situation de faillite, et ceux qui n'avaient eu que des exemples de faillite, ben c'est ceux qui avaient les estimations les plus loin du compte au final. Et ça, on retrouvait les mêmes effets, que l'information qui accompagne les exemples soit précise ou non, et c'était des effets constants dans le temps, puisqu'il les a vérifiés juste après la lecture, une semaine ou 2 semaines après. Et donc on voit bien que l'histoire individuelle, personnelle, est vraiment importante en journalisme, et donc forcément dans un modèle comme le journalisme narratif,
ça pose question. Une autre série d'expérimentations qui a été faite, ça visait à comparer des textes présentés comme fictifs ou journalistiques selon 3 structures. La structure linéaire, qui est celle qui présente d'abord la complication et la résolution à la fin, la structure renversée où on commence par la résolution mais on aura la complication qu'à la fin et donc on pourra vraiment comprendre qu'à la toute fin, et la pyramide inversée où on a directement complication, résolution et puis en fait tout ce qui s'est passé entre. Et ce qui a été vérifié dans ces expérimentations, c'est que comme les narratologues le prédisaient, la structure linéaire est celle qui va susciter chez le lecteur le plus de suspense, donc d'anticipation de ce qui va se passer par la suite. La structure renversée évoque le plus de curiosité, donc d'inférence sur ce qui s'est passé pour arriver dans cette situation. Et le linéaire et le renversé produisent aussi plus de plaisir de lecture que la pyramide inversée, et ça se vérifie que le texte soit présenté comme fictif ou journalistique. Donc on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose de la fonction intrigante qui se joue même quand ce sont des textes journalistiques. Il y a aussi des recherches qui sont intéressées aux effets du format journalistique sur les attitudes des lecteurs. Donc, par exemple, ici des expérimentations qui ont comparé des articles narratifs et des articles en pyramide inversée qui parlaient de groupes stigmatisés, donc par exemple les prisonniers, les immigrants, etc. Et qui regardaient les effets que chaque format peuvent produire sur les lecteurs. Et on a observé dans cette expérimentation que le format narratif produisait chez les lecteurs plus de compassion pour les sujets individuels de l'histoire personnelle présentée dans l'article, mais aussi des attitudes plus globalement favorables au groupe en général. Les lecteurs des formats narratifs affichaient aussi plus d'intention d'adopter des comportements bénéfiques au groupe et plus de comportements de recherche d'informations complémentaires. Cette première expérimentation, elle a été un peu remise en question, en tout cas sur la portée des conclusions, par une autre recherche qui compare toujours des articles narratifs et en pyramide inversée, mais cette fois-ci, c'est des articles qui portent sur une question politique avec soit un cadrage environnemental, soit un cadrage économique. On a de nouveau observé dans tous les cas que les versions narratives produisaient plus de compassion, plus de réponses cognitives positives, c'est-à-dire qu'ici ils ont demandé aux lecteurs de lister des idées qui leur venaient en tête après la lecture, et il y avait plus d'idées positives quand c'était un article narratif. Et le format narratif produisait aussi un sentiment plus fort d'être transporté dans l'histoire. Mais au niveau des attitudes en elles-mêmes, la différence ne s'est cette fois-ci vérifiée qu'avec un cadrage environnemental. Et donc on peut se dire que les effets qu'on observe forcément dépendent un petit peu des histoires qu'on raconte et qu'on ne peut pas généraliser les conclusions à tous les récits journalistiques. Au niveau maintenant vraiment de la question de la rétention et de la compréhension de l'information, il y a plusieurs expérimentations qui ont été faites. Une avec une séquence télé, donc une séquence télé classique qu'on peut rapprocher de la structure de la pyramide inversée dont on a parlé jusqu'à présent, et une séquence chronologique. Et dans cette expérience, on a vu qu'on avait un meilleur rappel de l'information dans la séquence chronologique. Il y a aussi une étude qui a été faite par l'American Society of Newspapers Editors. Ici, c'est plus de la quasi-expérimentation, donc on est déjà dans un cadre un petit peu différent. Et on avait 4 formats d'articles, mais à nouveau, 2 conclusions marquantes par rapport à cette problématique, c'est que l'article qui était le plus lu de manière globale, c'était le format narratif, et le mieux compris, c'était le format narratif également. Par contre, une expérimentation plus récente qui, de nouveau, compare des articles en pyramide inversée et des articles chronologiques, cette fois-ci n'a pas trouvé de différence significative en ce qui concerne le rappel de l'information, ni la reconnaissance de l'information.
Et au niveau de la compréhension, on était dans quelque chose de presque significatif, mais qui était l'inverse de ce qu'on attendait, puisque c'était plutôt avec la pyramide inversée qu'on avait une meilleure compréhension de l'information. Il y a enfin une étude toute récente qui a été faite, mais ici sur un public vraiment particulier, les 12-17 ans, et qui de nouveau ne trouve pas d'effet significatif du format sur la compréhension. Je vous passe les détails de l'étude. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette étude-là? C'est qu'il y a plusieurs théories et interprétations qui rentrent en concurrence quand on essaye de savoir si c'est plutôt un format qui favorise ou non la compréhension et la rétention. Il y a des effets du format sur les affects et les attitudes, même si on ne connaît pas encore l'étendue de ces effets. Et pour le moment, il n'y a pas de réponse claire pour la question de la rétention et de la compréhension de l'information. Il y a aussi plusieurs problèmes. C'est qu'on a étudié différents médias. Donc peut-être que la télé ne fonctionne pas comme l'écrit. Il y a des études qui considéraient le format narratif comme synonyme de juste chronologique, et c'est sans doute réductif par rapport à la modélisation que je vous ai proposée. Et il y a des conceptions très différentes de ce qu'est la compréhension de l'information, puisque certains ont essayé de mesurer ça par des vrais ou faux. Certains ont utilisé ce qu'on appelle sentence verification technique, c'est-à-dire qu'on reformule de l'information qui était dans le texte et on demande au lecteur de nouveau si ça correspond à ce qu'ils ont lu ou pas. Et puis il y en a qui expliquent qu'ils ont utilisé des questions ouvertes, mais qui ne donnent pas d'exemple de questions ouvertes, donc on n'a aucune idée de en fait, comment ils ont essayé de mesurer la compréhension. Et donc, à partir de là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose encore à explorer là-dedans. Et donc, puisque cette recherche venait des apports de ma thèse et des justifications que les journalistes narratifs apportent à leur pratique, je suis repartie de leurs hypothèses à eux. C'est-à-dire que les lecteurs se souviennent mieux de l'information dans le format narratif et dans le format consécutif, je reviendrai sur cette distinction, que dans le format en pyramide inversée, et que les lecteurs comprennent mieux l'information dans ces deux formats que, à nouveau, dans le format en pyramide inversée, avec deux questions. Dans quelle mesure la rétention de l'information peut-elle être associée au sentiment de suspense, qui est central dans la fonction intrigante, et au sentiment de prise de perspective ressenti dans la lecture. Ici, je parle de prise de perspective à défaut de mieux. En anglais, il parle de perspective taking. C'est une des dimensions de cette expérience d'être transporté dans un récit, c'est de pouvoir prendre le point de vue des personnages dont on raconte l'histoire. Et comme vous l'avez vu, je pense, dans les différentes situations que j'ai montrées au départ, c'est aussi une dimension essentielle du journalisme narratif. Donc, c'est raconter en recréant l'intention vécue au départ par les personnages, mais aussi en recréant donc leur point de vue. Donc, dans quelle mesure, les deux questions, dans quelle mesure, d'une part, la rétention de l'information et d'autre part, la compréhension de l'information sont-elles, oui ou non, associées à ces deux dimensions du journalisme narratif que sont le suspense et la prise de perspective. Pour essayer de répondre à ces questions, j'ai moi aussi choisi la méthode expérimentale. Juste quelques mots sur la méthode, puisque ce ne sont pas des méthodes qu'on utilise beaucoup dans nos domaines, en tout cas dans le monde francophone. Pourquoi la méthode expérimentale? Parce qu'elle permet a priori le plus clairement de mettre en évidence les effets d'une variable sur une ou plusieurs autres, et donc ici de tester l'influence du format narratif versus pyramide inversée sur la rétention et la compréhension de l'information. Mais bien sûr, il y a des limites à l'application de cette méthode en sens social. Forcément, on va créer des situations qui sont plus ou moins artificielles par rapport aux pratiques réelles, et on sait à quel point en journalisme ça peut poser problème. Si on a aussi pas mal de variables qui sont difficilement maîtrisables, qui vont intervenir dans la situation. Et si on essaie de recourir à la randomisation pour limiter ce problème, on va vers des tailles d'échantillons qui sont difficilement gérables. Mais malgré ces limites, c'est de plus en plus appliqué aux États-Unis, et donc je pense que ça peut apporter quelque chose avec toutes les précautions qu'il faut rappeler autour de l'utilisation de cette méthode. Encore un petit mot, il y a deux grands
grande famille de design expérimental qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres plus précis, mais ça c'est vraiment les deux grands. Soit un design intersujet, c'est-à-dire que chaque participant à l'expérience va être exposé à un seul traitement. Et donc, dans les différentes conditions qu'on va analyser, on a des groupes indépendants, avec jamais les mêmes personnes qui s'y retrouvent. Soit un design intra-sujet, où un même participant va subir, entre grands guillemets, plusieurs traitements, et donc on va répéter des mesures chez un même participant. Le design intersujet est celui qui est le plus utilisé de nos jours, mais ils ont tous les deux leurs inconvénients et leurs avantages. J'ai essayé de les résumer un petit peu pour vous ici. L'intérêt majeur pratico-pratique du design intrasujet, c'est qu'il permet d'avoir des échantillons beaucoup plus petits, puisque forcément on va prendre plusieurs mesures sur une même personne, mais on a besoin de moins de personnes pour arriver à quelque chose de significatif statistiquement. Par contre, comme on fait subir plusieurs fois un traitement à un même sujet, on risque de créer certains effets sur ce sujet. C'est ce qu'on a appelé carry-over effect. Et il y a deux grands types d'effets en général qu'on a dénoncés. Primacy effect, c'est-à-dire qu'on se souvient mieux du premier traitement auquel on a été confronté. Et à l'inverse, recency effect, on se souvient mieux du dernier traitement auquel on a été confronté. Et donc, il y a peut-être quelque chose par rapport au traitement du milieu qui est un petit peu problématique, mais il y a un moyen de contrebalancer ces effets en variant l'ordre de présentation des traitements. Et donc, c'est une solution qui est quand même assez bien acceptée pour régler le problème du carry-over effect. Autre chose qui est ici juste dépendant de ce qu'on veut mesurer, en général, on trouve que l'impact sur les attitudes est négatif quand on a plusieurs traitements, c'est-à-dire qu'on va avoir des évaluations qui sont beaucoup plus extrêmes quand on compare plusieurs choses que quand quelqu'un doit juger dans l'absolu d'un seul traitement auquel il est confronté. Donc, si on veut juste avoir un avis sur un traitement et pas avoir une comparaison entre les deux, en général on trouve que le intersujet est plus adapté, mais si on est justement dans une situation où on veut comparer, le jugement comparatif étant plus facile que le jugement dans l'absolu, on va plutôt utiliser un design intrasujet. Et puis le dernier élément dont il faut prendre en compte, forcément, c'est la durée, puisque dans l'intrasujet, on confronte notre participant à plusieurs traitements. Forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, on a un effet sur la motivation des participants à l'expérience qui risque de se faire sentir. Dans cette recherche, moi, j'ai choisi d'utiliser un design intrasujet pour des raisons principalement pratiques de réalisabilité de la recherche. Et donc j'ai fait varier deux choses. D'abord le sujet de l'article. Donc j'ai choisi un thème général pour qu'il y ait une certaine cohérence et trois sujets plus particuliers pour créer trois articles vraiment différents. Par exemple, dans la première expérience que j'ai réalisée, c'était le thème de la santé. Il y avait un sujet sur la maladie d'Huntington, un sujet sur le syndrome d'Asperger et un sujet sur les prématurés extrêmes. Et j'ai fait varier pour ces trois articles le format, trois formats. Un format que j'ai appelé narratif, qui correspond à la version américaine du modèle que je vous ai présenté. Un format que j'ai nommé consécutif, qui correspond plus ou moins à la version francophone du modèle, et la pyramide inversée, qui est le format journalistique classique. Et pour contrer les effets du carry-over, on a fait varier l'ordre de présentation des sujets et des formats. Un petit mot donc sur les formats. Le narratif, il se présente sous la forme d'une intrigue et on est vraiment autant que possible dans le point de vue du personnage principal. Le consécutif, on est dans une structure temporelle, mais on n'insiste pas sur la dimension tensive du récit. Donc il n'y a pas un problème qui est clairement identifié au début et auquel on va essayer de répondre. On est plus dans quelque chose de l'ordre de la succession.
Et on est de nouveau dans le point de vue du personnage. J'ai dit qu'il correspondait plus ou moins à la version francophone du modèle, parce qu'il y a une autre variable qui est entrée en jeu dans ma modélisation, c'était la dimension showing-telling, donc avec la présence plus ou moins affichée d'un narrateur. Si on introduisait ça dans l'expérience, on avait trop de variables et c'était plus possible de vérifier quoi que ce soit. Donc ça a été mis de côté, en tout cas pour cette première vague d'expérience. Et puis le format de la pyramide inversée qui a été formalisé de manière suivante. D'abord donner les informations générales sur la maladie d'Huntington ou le syndrome d'Asperger, etc. Et puis on illustrait plus tard dans le récit, dans l'article, avec une petite histoire personnelle, mais celle-ci était présentée de manière plus distanciée, donc plus avec des citations que du point de vue vraiment du personnage. Et un autre élément qui a été sujet de longues discussions, c'est la longueur des articles. Il faut savoir que dans les formats narratifs tels qu'ils sont publiés actuellement, on est vraiment dans des longueurs qui tournent autour des milliers de mots pour que ce soit réalisable et pour que ce soit écologiquement valide, parce qu'on le faisait sur Internet et là les formats sont quand même assez réduits par rapport à ce qu'on peut voir dans la presse écrite. On s'est mis d'accord autour d'un compromis de 1200 mots, qui est généralement considéré aux États-Unis comme déjà un format long, mais qui apporte une certaine limite à la recherche, puisque c'est un format facilement 5 fois plus court que certains narratifs qu'on peut trouver dans la presse écrite. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, voici un exemple de début d'article narratif. C'est un article qu'on a adapté d'un article qui existait, qui a été publié dans le New York Times. Et donc vous voyez ici, la complication arrive dès le début, puisque le personnage principal reçoit les résultats de son test et elle sait qu'elle est positive pour la maladie d'Huntington. Donc elle sait qu'un jour elle va développer cette maladie qui est incurable et qui est mortelle. Et vous voyez qu'on est bien dans le point de vue du personnage, notamment cette phrase « She thought she was as ready as anyone could be to face her genetic destiny, and yet she realized in that moment she had never expected to hear those words ». Le format consécutif, on commence beaucoup plus loin, donc on raconte un petit peu son enfance, et tout ce qui a mené au final à la décision de passer le test qui était la complication et le début du premier format. Et puis la pyramide inversée, où comme je vous le disais, on part d'abord de la maladie, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, parce que les techniques le test génétique se développe et donc c'est un dilemme qui va se poser de plus en plus à des jeunes personnes, et donc c'est pour ça que l'histoire individuelle dans laquelle on était tout de suite plongé dans les deux autres formats est importante. Donc ça, c'était pour rendre un peu plus concret les formats. Ça, c'est le plan d'expérimentation qu'on a développé. Donc on a listé 9 conditions dans lesquelles on fait varier l'ordre de présentation des sujets et l'ordre de présentation des formats. Donc, topic 1, c'était maladie d'Huntington, etc., etc. Et puis, en dessous, NCI, c'est les formats narratifs consécutifs et en pyramide inversée. Vous voyez que, par exemple, dans la condition 1, les participants à l'expérience lisaient d'abord l'article sur la maladie d'Huntington dans un format narratif, puis l'article sur le syndrome d'Asperger dans un format consécutif, et enfin l'article sur les prématurés extrêmes dans un format en pyramide inversée. Et à côté, vous avez notre nombre optimal de participants qui a été atteint presque pour toutes les conditions, qui était de 15. Concrètement, comment on a procédé pour réaliser cette expérience? D'abord, donc c'était une expérience en ligne. Les participants étaient soumis à quelques questions de filtrage pour n'avoir que des participants qui correspondaient à un certain profil que je vais vous détailler dans une minute. Ensuite, on leur demandait de lire les 3 articles en les assignant au hasard à une des 9 conditions que je viens de vous montrer.
Puis on leur posait quelques questions sur leurs habitudes de consommation médiatique et sur les grandes variables sociodémographiques. Ça nous permettait aussi d'avoir un certain temps entre la lecture et le test pour pouvoir tester le rappel de l'information. Avant d'arriver au rappel, on avait encore des questions de perception, donc on leur demandait d'évaluer les articles sur différentes échelles. Je vais vous détailler ça aussi. On leur demandait aussi de les évaluer sur des échelles de narrativité et puis d'auto-évaluer leurs connaissances préalables et leur gain de connaissances par rapport aux 3 sujets des articles. Et enfin, à la toute fin du questionnaire, on avait 3 sections, cette fois-ci article par article, pour garder une cohérence, avec d'abord des questions de rétention sur l'histoire individuelle, personnelle, des questions de rétention sur l'information, et donc dans ce cas-ci, les maladies qui étaient présentées, les problèmes de santé dont on parlait, et puis des questions sur vraiment la compréhension de l'information. Donc dans le détail du questionnaire, ça donne ça. D'abord, le filtre qu'on a mis en place, on voulait que des résidents américains qui avaient l'anglais comme langue maternelle, ça c'était pour être sûr d'avoir un certain niveau de compréhension de l'anglais, forcément. Qui consultaient l'information en ligne au moins une fois par mois, ça c'est pour des raisons de validité écologique. Si c'est des gens qui ne vont jamais lire en ligne, ils vont peut-être réagir différemment lors du test. Et comme c'était un test en ligne, forcément, on leur a demandé leur consommation d'informations en ligne. Entre 18 et 39 ans, c'est, selon les études américaines, la tranche d'âge la plus susceptible d'aller consulter l'information en ligne, et en même temps, ce qui posait un problème pour nous, mais ce qui est d'autant plus challenging, ceux qui ont le moins de chances de rester longtemps sur un article. Donc, ceux vraiment qu'il faut séduire avec un format narratif. On avait aussi ajouté dans le test 2 filtres d'attention. Donc les participants qui ont raté ces questions ont été exclus des résultats. Et donc un filtre d'attention, c'est par exemple, vous demandez de cocher telle option, et si vous ne cochez pas cette option, ben, on sait que vous cochez au hasard, et donc comme ça on essaye en tout cas de se débarrasser des personnes qui font le test juste pour gagner de l'argent. Je reviendrai sur ça aussi après. Donc ensuite, on essayait de cerner un petit peu leurs habitudes médiatiques. Je vous ai mis ici la liste de questions, mais en gros, c'est la fréquence de consommation d'informations en ligne, le temps qu'on passe à consommer de l'information en ligne, à consommer de l'information tout court un jour de semaine. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était leur consommation de livres, puisqu'on est dans des longs formats, et donc il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi par rapport aux gros lecteurs, petits lecteurs. Ensuite, les questions classiques des données sociodémographiques, avec quelques petites particularités américaines. Donc on leur demandait leur âge, leur genre, pas homme-femme, mais I identify myself as, et on les laisse remplir eux-mêmes, puisqu'on est dans des logiques un petit peu différentes d'ici. Le milieu, ça c'est classique, situation familiale. Ethnicité, c'est une question de nouveau qu'on ne rencontre pas souvent ici, mais qui est importante aux États-Unis. Niveau d'éducation, statut professionnel, revenu du ménage. Et 2 variables qu'on ne prend pas souvent en compte chez nous non plus, la religion, l'importance et l'affiliation, et la politique, l'importance, la tendance politique et l'affiliation au moins à un parti. Et puis on passait dans le cœur même de ce qu'on voulait mesurer. D'abord les questions de perception. Donc on voulait savoir quelle histoire ils avaient préférée, donc laquelle ils avaient... on leur demandait pour chaque histoire à quel point ils les avaient aimées, à quel point ils les avaient trouvées informatives, crédibles et mémorables, et ça se présentait sous forme d'un tableau de pas du tout à extrêmement, avec chaque fois un rappel du titre de l'histoire qu'ils avaient lue, dans l'ordre dans lequel ils avaient lu forcément. Ensuite, on a créé une échelle de narrativité à partir d'échelles existantes, et on leur demandait d'évaluer à quel point les assertions qu'on leur donnait s'appliquaient à leur lecture des histoires. Donc il y avait 4 items sur le suspense. Par exemple, pendant que je lisais le texte, je me sentais dans l'attente de la suite. Et 4 items sur la prise de perspective. Par exemple, je pouvais ressentir les émotions du personnage principal pendant que je lisais le texte. Et de nouveau, pour les 3 textes, on leur demandait à quel point ça s'appliquait à leur lecture.
Ensuite, on avait, et ça c'était des variables de contrôle, enfin surtout la première, une auto-évaluation des connaissances préalables et juste parce que ça nous intéressait, à quel point ils avaient l'impression d'avoir gagné des connaissances aussi après la lecture. Et puis, on passait aux questions sur chaque texte. Et ici, pour rendre concrètes les notions de rétention et compréhension, j'ai utilisé les travaux de Mayer, qui dit que le phénomène de compréhension peut se catégoriser en différentes activités. Il faut d'abord se souvenir, et on peut se souvenir en reconnaissant, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous est proposé et on peut dire si oui ou non c'est ça qu'on a vu ou pas, ou se rappeler où là il n'y a pas de stimulus de rappel et il faut se rappeler soi-même. Il y a comprendre, qui est ici ce qui m'intéressait. Et pour lui, il y a différents mécanismes dans la compréhension. Interpréter, c'est-à-dire traduire ou paraphraser. Exemplifier, ça veut dire ce que ça veut dire. Classifier, donc voir comment les éléments se placent dans différentes catégories. Résumer ou généraliser. Inférer, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Comparer aussi. Et expliquer, qui est pour lui la création d'un modèle d'une relation de cause à effet. Et vous le verrez, pour des questions aussi pratiques de traitement des résultats, on s'est limité à des questions qui concernaient l'activité de classification et d'explication. Je vous ai mis le reste de la typologie, mais on ne l'a pas utilisé ici. Et donc, quelques exemples. Pour chaque texte, on avait 5 questions ouvertes sur la rétention de l'histoire en elle-même. Et ça pouvait aller de choses tellement basiques, aussi basiques que le nom du personnage principal. Et ce petit spoiler sur les résultats, même ça, les gens s'en souviennent assez rarement, jusqu'à des éléments beaucoup plus particuliers. Par exemple, ici, où est-ce que le personnage principal pense aller à la fin de l'histoire. On avait aussi 5 questions ouvertes sur la rétention de l'information. Et donc ici, c'est vraiment sur la maladie ou le sujet plus général de l'article. Par exemple, est-ce que vous pouvez expliquer un des symptômes de la maladie d'Huntington? Et on avait 5 questions, cette fois-ci à choix multiples, sur la compréhension de l'information. Des questions d'explication, comme je vous le disais. Donc, par exemple, quelle est la conclusion que vous pouvez tirer de cette histoire? Et 3 mises en relation d'une cause et d'un effet qui sont proches, mais il n'y en a qu'une qui est vraiment ce qui est expliqué dans l'histoire. Et des questions de classification, par exemple, selon l'histoire que vous avez lue, quel terme est le plus pertinent pour compléter cette série? Et ici, il fallait donc pouvoir se souvenir de ce qui liait ces différentes maladies, et c'est quelque chose qui est de nouveau expliqué dans l'article. Donc voilà, ça c'est le dispositif qu'on a mis en place. On l'a mis en place dans 2 expériences. Les résultats, ce sera dans 2 semaines. Mais comme je vous le disais, pour avoir quand même une petite forme de conclusion, quelques particularités de cette expérience américaine. D'abord que le projet avec lequel je suis partie a été largement transformé. Ça faisait partie de l'expérience. Je voulais vraiment voir comment ils travaillaient là-bas. Et donc moi j'étais partie avec un projet qui avait une phase quantitative, une phase qualitative. Pour le moment, on a vraiment développé la phase quantitative et la phase qualitative est jusqu'à présent encore entre parenthèses. On en a fait 2 expériences alors qu'on était parti au départ sur une. Et pourquoi est-ce qu'on en a fait 2? Parce que les standards de publication maintenant deviennent de plus en plus durs, et la prof avec qui je travaillais m'a expliqué qu'avec une seule expérience, on risquait de ne pas être publié. Donc c'est un des éléments qui m'a marqué, c'est à quel point dès la conception de la recherche, ils sont orientés par la publication et à quel point ils sont au courant de ces standards de publication qui changent tout le temps et qui viennent du coup influencer les recherches qui sont en train de naître. Je vous l'ai dit, c'est une recherche qu'on a menée en ligne. On a utilisé Qualtrics pour la réalisation du questionnaire, mais aussi pour le recrutement de notre échantillon de participants.
Donc au niveau du programme en lui-même, c'est un programme qui est vraiment très très intéressant en termes de gestion des différentes conditions expérimentales et de randomisation des participants. Et au niveau de l'échantillon, on est dans des logiques complètement différentes de ce qu'on fait ici, puisque on est toujours avec des publics un petit peu particuliers. Soit c'est des étudiants qui vont gagner des crédits dans leur formation en passant les expériences, soit on paye les participants pour leur participation. Et donc ici, il suffit de payer Qualtrics. On a créé le questionnaire avec eux et ils vont s'occuper de toute la réalisation de l'expérience pour nous. Et donc moi j'avais, avant screening, plus de 250 participants, je pense, et on a recruté ça en moins d'une semaine. Donc c'est aussi des conditions de réalisation des recherches qui sont complètement différentes de ce qu'on peut faire nous ici quand on se base sur une base volontaire, mais forcément ça induit aussi d'autres biais peut-être dans le type de profil des participants. Et alors une autre chose que j'ai découvert là-bas, c'est l'Institutional Review Board. C'est une instance éthique propre à chaque université et qui donne un avis sur toutes les recherches qui sont menées à l'université, qui autorisent ou non la recherche. Donc toutes les recherches doivent rendre un long questionnaire qui détaille toutes les implications d'enjeux humains ou médicaux quand c'est dans la recherche médicale. Et c'est passé en revue par d'abord des experts de son propre domaine et puis des experts plus largement dans l'université qui vont dire s'il y a un problème éthique qui se pose avec les participants humains et comment on peut le régler. Et une des conditions à rendre la première fois un dossier à ce board, c'est d'avoir suivi une formation en ligne minimale sur l'éthique de la recherche, et c'est quelque chose que tous les chercheurs doivent subir entre guillemets aux États-Unis. C'est assez bien des choses qu'on va oublier parce qu'ils rappellent les lois, l'histoire de l'éthique de la recherche aux États-Unis, mais il y a aussi des réflexions qui peuvent être intéressantes et qu'on est sûr que tous les chercheurs partagent grâce à ce passage obligé. Voilà. Merci Marie.